Bonjour, donc avec cette vidéo, nous allons faire le point sur ce qui se passe actuellement en Iran et très spécifiquement, nous allons voir quels peuvent être les risques à propos de Dubaï, mais vraiment très spécifiquement Dubaï, pour ce qui concerne les éventuelles contaminations radioactives qui peuvent avoir lieu. Donc déjà, en préambule, il faut bien comprendre une chose. Dans cette histoire, personne n'a intérêt à, disons, communiquer sur le fait qu'il puisse y avoir un danger au niveau des retombées radioactives. Il faut dire le terme, c'est comme ça que ça s'appelle. À partir du moment où ont été bombardés des sites dans lesquels se trouvent des matériaux radioactifs, nécessairement vous avez des explosions qui peuvent être très violentes. Nécessairement vous avez de la poussière qui va être envoyé dans l'atmosphère, dans l'air, hein, voilà. Et donc ce sont des phénomènes qui sont très connus depuis longtemps. C'est-à-dire que vous avez, on va le voir, hein, vous avez un panache de fumée et éventuellement vous avez des poussières radioactives qui vont être mélangées à ces panaches de fumée. C'est pas possible de bombarder des sites, si vous voulez, radioactifs sans qu'il puisse y avoir une contamination. Je veux dire, vous avez la bombe qui tombe dessus, vous avez l'explosion qui ouvre en fait voilà, les bâtiments, le béton, les sous-sols, etc. Donc à un certain moment donné, vous avez des trucs qui s'échappent. Mais c'est l'intérêt de personne de dire qu'éventuellement il y a des contaminations. Et bon, c'est évident pour ceux qui attaquent, mais c'est aussi évident en fait pour l'Iran. Ils n'ont pas du tout intérêt vis-à-vis de leur population à expliquer que maintenant il y a une partie du territoire qui est contaminée par des produits radioactifs, hein. Donc le problème, c'est que on ne sait pas qu'est-ce qui va se dérouler dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent. Donc voilà, c'est vraiment le plus grand flou. Et je vous rappelle, hein, c'est un peu comme l'histoire de Tchernobyl et du nuage qui s'arrête aux frontières. C'est le genre de choses sur lesquelles chacun doit faire attention et chacun doit prendre ses précautions et s'informer, essayer de réfléchir de manière un peu autonome, de manière à comprendre vraiment ce qui se passe, parce qu'il y va de sa propre santé. Et là, on joue plus, quoi. Je veux dire, ce sont des matériaux radioactifs, c'est quand même quelque chose de particulièrement grave. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, en fait, hein, tout simplement. Donc l'importance des vents en cas d'événement NBC. Vous avez un site web qui s'appelle bunkel.fr, donc j'imagine que c'est un truc plus ou moins de survie. Alors j'imagine d'installation peut-être des bunkers vu le titre, mais toujours est-il que voilà, effectivement, donc vous pouvez lire cet article, hein, l'importance des vents en cas d'événement NRBC, nucléaire, je me rappelle plus ce que c'est, biologique, chimique. Voilà. Et donc voilà, le vent est particulièrement critique. On le voit, hein, en cas d'incident industriel du type Seveso, attaque chimique, explosion nucléaire, etc. Les vents dominants jouent un rôle prépondérant dans la dispersion des agents contaminants et conditionnent les stratégies d'intervention, etc. Donc les vents dominants jouent un rôle prépondérant. Il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la poussière radioactive est dans l'air, à ce moment-là, effectivement, c'est le vent en fait qui va piloter la dispersion à travers une zone géographique. Donc c'est ça qui pose vraiment problème. Voici un exemple. Donc ça, c'est une simulation. C'est une simulation d'une explosion nucléaire, toujours sur le même site, hein, bunkl.fr. Je découvre juste, hein, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre. Vous avez la simulation donc sur Paris, et vous voyez ici le panache de fumée radioactive en fait, avec les différentes concentrations qu'il peut y avoir. Et vous voyez que ça peut aller en fait très très loin, hein. Là on est à peu près 300 km, là on est à peu près 600 km, 7 km, et puis vous voyez que le panache en fait peut aller très 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 loin. Ce qui explique par exemple que les contaminations de Tchernobyl se soient répandues à travers toute l'Europe, hein. Il y a beaucoup de soupçons par exemple sur les cancers de la thyroïde qui ont augmenté en France
dû justement à l'explosion qui avait eu lieu à Tchernobyl. Tchernobyl, c'est en Ukraine, c'est extrêmement loin. Donc là, je vous ai affiché une carte de l'Europe, hein. Ici, donc, on a Tchernobyl qui se trouve à peu près par là. Voilà, donc il y a eu un panache qui a été envoyé dans cette direction-là. Et évidemment, ce sont des panaches qui sont portés par les vents. Donc les vents, si vous voulez, ont vraiment un intérêt. Disons, il faut vraiment y faire très attention parce qu'en fait, c'est ça qui pose problème, hein. Si on regarde la carte de l'Iran maintenant, on s'aperçoit que la carte de l'Iran, elle est comme ça. Vous avez ici des chaînes de montagnes. Et puis vous avez, donc l'Iran est pratiquement coupé en deux pour ce qui concerne la partie qui a été attaquée. C'est-à-dire que, en fait, ce sont principalement les sites qui se situent à l'ouest de cette ligne-là, à vrai dire, qui ont été attaqués ici. Et ici, vous avez Dubaï, hein. En fait, ici, vous avez deux centres d'intérêt, hein. Vous avez ici le détroit d'Ormuz, donc ce qui peut être assez tragique pour le transport du pétrole, hein, tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs que le pétrole est en hausse actuellement, mais bon, c'est pas l'objet. Et puis vous avez ici Dubaï. Donc là, Dubaï se trouve malheureusement en fait aux toutes premières loges, en fait face à l'Iran, hein. Donc évidemment, Dubaï n'est pas touché directement. Seulement le problème qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il y a un risque du côté des vents. Donc là, on voit que on a les principaux bombardements survenus vendredi matin. Donc c'est les principaux, mais vous avez des sites atomiques qui se trouvent là, ici, donc Bandar, Shiraz, vous en avez d'autres aussi ici sur la côte, Ispahan, Natas qui est très connu, Arak, Téhéran, Tabriz, etc. Donc voilà, vous avez, c'est principalement sur le côté ouest de l'Iran ici, hein. Et quand vous regardez donc les vents, hein, à l'heure actuelle, hein, donc on est vendredi 13 à 11h, donc quand vous regardez les vents, vous allez sur un site qui s'appelle windy.com, et sur ce site windy.com, vous allez pouvoir voir la force des vents et leur direction. Donc là, typiquement, vous avez des vents qui descendent du nord-ouest et qui vont vers le sud-est. Vous voyez, Dubaï, ça se trouve ici. Alors, les caractères sont petits, mais voilà. Et vous voyez, là, ça va bien sur Dubaï, hein. Quand on regarde la carte en fait de l'Iran, on s'aperçoit quand même que à l'heure actuelle, pour l'instant en tout cas, vous avez des vents qui vont vers l'est en fait, qui sont dirigés dans cette direction-là, hein. Donc pour l'instant, les risques, on va dire, sont modérés. Alors, éventuellement, on peut mettre les rafales. Bon, j'ai une version limitée, mais si vous avez une version, disons, comment dire, si vous avez une version qui est plus évoluée, vous pouvez sans doute voir les rafales de vent. Alors ça, c'est une vision satellite, hein. Ça montre par exemple les nuages. Donc je vais augmenter l'échelle. Voilà. Alors le problème, c'est que les caractères sont très très petits sur ce logiciel, sur ce service. Vous voyez, en fait, il y a très peu de nuages, mais donc vous avez comme ça des courants. Donc si je remets vent ici, voilà. Alors la couleur indique la force du vent. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des zones très bleues, hein, très bleues ici, en fait, ici, pardon, vous avez des vents qui sont faibles. Plus vous tendez vers l'orange, c'est-à-dire comme des zones comme ça ici, plus le vent est fort. Donc à ce moment-là, plus les poussières radioactives auront tendance à aller loin. C'est ça que ça veut dire, hein. Donc si j'agrandis la carte, voilà. Là on en a un exemple si vous voulez. C'est-à-dire que ici vous avez du bleu pratiquement violet, donc il n'y a pratiquement pas de vent.
Alors c'est à hauteur du sol, hein, c'est pas en altitude, mais l'altitude a aussi une importance. Mais moi je peux vous montrer qu'une partie des choses. Mais il faut bien comprendre qu'en altitude, eh bien vous avez aussi le problème, hein. Je veux dire, vous avez différents types de voilà. Parce que c'est évident que les explosions envoient aussi les poussières en altitude. Donc vous avez ici par exemple les zones vertes, ça veut dire que le vent accélère. Les zones bleues, ça veut dire le vent ralentit, hein. Donc ça veut dire que dans ces zones vertes, en fait, les poussières vont aller plus vite et vont aller plus loin. Alors que dans les zones bleues, bah, les poussières, elles vont avoir tendance à stagner et à aller moins loin, à descendre. Donc voilà, c'est voilà. Et ça évolue au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des conditions météorologiques, hein. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important à suivre parce que si jamais il y avait un problème météorologique, ça veut dire que si jamais par exemple vous aviez directement des vents du nord qui arrivent comme ça, ou alors même ne serait-ce que des vents qui partent de l'est là et qui ramènent vers la mer des poussières, et bah à ce moment-là, Dubaï devient nécessairement une ville à risque. Donc c'est aussi pour ça la problématique, hein, de l'immobilier, c'est-à-dire quand on achète quelque part, quand on investit en immobilier quelque part, il faut quand même avoir à l'esprit quand même ce genre de problème. Une contamination peut aussi poser des problèmes sur le détroit d'Ormuz. Oui, il y a aussi une chose que j'ai pas mentionnée, mais je crois Bouchard, il me semble que vous avez là aussi des ressources atomiques de l'Iran, peut-être aussi dans le coin, hein. Donc vous voyez, et donc là pour le coup, les poussières peuvent passer au-dessus de la mer, et voilà. Point d'interrogation après, hein, je veux dire, mais les distances sont pas très importantes, hein, donc c'est quand même, il faut quand même faire très attention à ça. J'ai regardé sur Amazon, hein, vous pouvez trouver éventuellement des compteurs GGR. Alors je fais pas de publicité, hein, ça veut dire il n'y a pas de lien d'affiliation ou quelque chose comme ça, mais vous avez des compteurs GGR qui sont disponibles sur Amazon et qui peuvent permettre éventuellement. Alors je sais pas vraiment, je suis pas un spécialiste, hein, de ces sujets-là, donc après il faut voir quels sont les dosimètres qui permettent de détecter éventuellement la présence de matériaux radioactifs. Hein, il faut bien comprendre que le problème aussi, enfin, vous avez ce problème-là, si vous voulez, de matériaux, poussières radioactives, mais ça, c'est ce qu'on peut en déduire, si vous voulez, disons, au départ. Le problème, c'est après, vous avez une dispersion dans la nature, comme ça s'est passé avec Tchernobyl. Enfin, je veux dire, c'est vraiment les mêmes types de risques. Donc, vous pouvez avoir une dispersion, je sais pas, dans la mer, dans la faune, dans la flore, etc. Vous avez, c'est des régions quand même qui sont assez plus ou moins désertiques quand même, donc de steppe. Donc ça veut dire l'eau, il y a un ruissellement de l'eau, si vous voulez, qui est beaucoup plus facilité parce que il n'y a pas de plantes pour retenir les matériaux radioactifs, etc. Donc ça veut dire ce sont des choses qui peuvent partir dans la mer assez facilement au final et donc polluer le bras de mer qui va se trouver ici, la mer Rouge. Donc c'est vraiment des questions, hein. Si vous avez par exemple ne serait-ce que de la poussière qui vient dans ces coins-là, hein, qui se dépose, puis après vous avez des pluies, ça va vers la mer, hein, dans les rivières, etc. Ça pollue partout. Donc c'est le genre de choses qui est aussi très possible. Donc ça veut dire dans les années à venir, avec le poisson, etc., ça peut vraiment poser des problèmes assez importants, quoi. Donc là, vous avez la revue Conflit, en fait, qui a montré
les sites atomiques iraniens. Donc on peut voir, donc là c'est une mine d'uranium, donc c'est pas. Mais là vous avez, c'est bien ce que je pensais, Boucher, hein, qui est une centrale nucléaire. Donc voilà. Vous avez ici les autres sites Nataz, très connus évidemment. Vous avez des sites aussi à Téhéran. On voit d'ailleurs, dont enrichissement, donc ça veut dire Fordo, etc. Arak, Ispahan, etc. Donc vous avez voilà toute cette zone-là, en fait, les différents points qui, a priori, constituent a priori des cibles. Donc, voilà, ça vous donne un peu une idée comme ça du théâtre d'opération. Et pour repère, hein, donc Dubaï se trouve juste ici, juste sur la pointe. Donc ça pose un problème pour tous les gens qui se trouvent dans la région, hein, clairement, et puis aussi sur le détroit d'Ormuz, où il risque d'y avoir des problèmes avec l'approvisionnement en pétrole. Et là, on le voit déjà dans les cours du pétrole qui explosent, hein, mais bon, c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. Voilà, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.